Bonjour Gauthier Rybinski. On va revenir dans un instant sur le courage effectivement inouï de cette jeunesse iranienne qui manifeste, sachant très bien ce qu'il s'est passé au mois de janvier dans le pays. Mais d'abord, à propos du régime iranien, on sent un régime en effervescence qui tente de s'organiser alors qu'il est sous la menace de frappes américaines. Comment l'expliquer ? D'abord parce que l'obsession d'un régime comme celui de Téhéran, mais ce n'est pas le seul, c'est de survivre, de continuer à exister, même si les conditions de cette existence sont sérieusement entamées ou écornées. Je veux dire par là que la prévision, elle n'est pas forcément assurée, sa réalisation n'en est pas certaine, mais l'une des hypothèses évidemment qui traverse la tête des dirigeants iraniens, c'est des frappes qui, comme le disait Donald Trump récemment, seraient des frappes limitées. Autrement dit, on se demande si c'est des frappes limitées aux installations nucléaires ou bien des frappes limitées aux personnalités. Et là, vous avez un personnage qui est très connu en Iran, qui est Ari Larijani, qui a été négociateur, qui est actuellement secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. Et c'est à lui de finalement créer, j'ai dit tout à l'heure, un shadow cabinet, comme disent les Britanniques, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une doublure pour chaque responsable au cas où celle-ci ou celui-ci viendrait à disparaître. Et l'idée étant qu'il s'agit précisément de personnalités qui prendraient le relais, non pas, sur le papier du moins, pour tendre la main à l'agresseur américain, mais au contraire pour lui résister. Bon, la réalité, vous le savez bien, elle est différente quand il y a un vainqueur clair. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Venezuela, où la vice-présidente a donné le sentiment, bon, c'est peut-être pas aussi clair que ça, mais a donné le sentiment de vouloir transiger avec les Américains. Donc c'est ça, c'est l'effervescence du pouvoir pour tenter de survivre, avec peut-être un présupposé qui est important, c'est que si le pouvoir tente de survivre dans ces conditions-là, c'est qu'aussi il anticipe une défaite militaire cuisante. Et qu'à partir de là, donc, le seul esprit, le seul espoir, c'est de dire on continue à exister et on verra s'il faut négocier ou pas. Donc là, il y a quelque chose qui trahit finalement, oui, cette préparation ou la conclusion ou l'anticipation des résultats de l'impréparation. Cette semaine s'ouvre avec plusieurs incertitudes, et deux notamment. Est-ce que les États-Unis vont finalement frapper l'Iran ? Il y a un discours sur l'état de l'Union dans la nuit de mardi à mercredi. On en saura peut-être plus d'ici là. Et puis incertitude sur la teneur qu'auront les discussions qui reprennent jeudi entre Iraniens et Américains. Voilà, alors, vous avez vu sur le papier que les Iraniens, et nous en parlions encore la semaine dernière dans votre émission, vous avez vu qu'il y avait des tentatives de séduction, ou au moins d'arrangement avec les États-Unis sur un principe extrêmement à la fois basique et surprenant dans le langage de la République islamique, qui consistait à dire l'accord de Vienne de 2015, le fameux JCPOA, finalement n'a été profitable à personne. Ni à nous, Iraniens, évidemment, mais même pas à vous, Américains. Et c'est d'ailleurs la raison, insiste la délégation iranienne, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous en êtes retirés, vous, Américains. Et effectivement, c'est ce qu'avait fait Donald Trump à son arrivée au pouvoir. Donc, disent les Iraniens, en substance, au lieu de nous taper dessus, arrangeons-nous. Trouvons des systèmes qui permettent de collaborer et de coopérer. Il y a du pétrole en Iran, il y a des tas de richesses. On pourrait effectivement s'entendre sur la question pour que, précisément, un accord soit, en quelque sorte, trouve comme sous-bassement l'idée que sur le mercantile et sur les affaires sonnantes et trébuchantes, on s'entend toujours. Et là, le pari qui est fait, il est lequel ? Il est que, comme nous le faisons parfois, que Donald Trump ne pense qu'à l'appât du gain. Or, c'est plus compliqué que ça, Donald Trump. C'est pas uniquement toujours l'appât du gain. Est-ce que même ce type d'attitude n'est pas de nature à le hérisser, à le braquer ? Donc, ces négociations qui doivent reprendre, d'ailleurs, la partie iranienne souhaite que ça soit le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Est-ce qu'elles vont aller dans ce sens ? Est-ce que Donald Trump dira, après tout, nous nous en sortons très bien, puisque nous calmons les Iraniens, nous calmons leur velléité d'enrichissement d'uranium au-delà du réglementaire civil. Et puis après tout va bien. Sauf que là, vous avez derrière, vous avez Israël, qui est évidemment très
dubitatif et qu'il y a une peur, panique à l'idée qu'il puisse y avoir un découplage ou même pas un semblant d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc Donald Trump est obligé d'en tenir compte. Et puis vous avez cette fameuse, cette volonté d'imposer une forme de gouvernance mondiale et d'être à la hauteur de cette réputation. Autrement dit, quand on envoie une armada comme celle qu'on envoie dans le Golfe Persique, faut-il s'en servir? Il faut s'en servir absolument. Ou bien, dernière possibilité, dire nous avons gagné. Vous savez comment on fait quand c'est la méthode Coué. Je dis nous avons gagné, grâce à notre pression, on a obtenu quelque chose et donc tout va bien, on ne frappe pas. Et on en revient à ces manifestations de ce week-end, elles sont importantes? Elles sont capitales, même si pour l'instant je n'ai pas moi d'informations sur l'ampleur de ces manifestations. Il y a d'autres villes qui sont concernées, mais compte tenu de la répression que tous les opposants ont subie, je crois qu'on est à 50 000 morts lors des dernières manifestations de janvier. Donc il est normal qu'il y ait une peur. Une forte peur. Malgré tout, ils sont dans la rue. Pourquoi c'est important? Parce qu'au fond, si on réfléchit à la problématique globale du nucléaire, qu'il soit iranien ou dans n'importe quel autre pays, si vous avez affaire à un régime authentiquement démocratique, je ne dis pas que la question du nucléaire est tout de suite résolue, mais elle est beaucoup plus simple. Et qui est de nature à apporter un régime démocratique, si ce n'est les Iraniens, si ce sont les Iraniens eux-mêmes? Vous vous souvenez d'ailleurs de ce que certains avaient dit lorsque Israël et les États-Unis avaient frappé. Il s'agissait d'opposants au régime des mollahs, mais qui avaient dit c'est à nous à faire le travail qui consiste à chasser les mollahs. Et là, dernière chose pour conclure, vous avez cette ambiguïté, mais qui n'en est pas une, me semble-t-il, celle qui consiste à brandir les drapeaux qui sont ceux de l'époque du Shah. Gageons quand même que beaucoup n'ont pas connu le Shah, ils n'ont pas connu ce que représentait la SAVAK ou d'autres institutions de répression et de coercition du Shah. Et simplement, disons que pour être en conformité avec ce que veulent les manifestants, il faut avoir l'idée que ce changement, encore une fois, ne peut être que organisé et vécu de l'intérieur. Dernière mention. Vous vous souvenez que Donald Trump avait dit aux manifestants de janvier, tenez bon, on arrive. Donc on s'est dit, ça peut encourager. Alors, tenez bon, on arrive. Ceux qui ne sont pas morts parmi ces manifestants, ils attendent encore.